Je ne m'étais jamais attendu à passer ma vie à élever un Bigfoot, mais c'est exactement ce qui est arrivé. Et pour rien au monde, je n'échangerai un seul de ces moments. En y repensant aujourd'hui, avec le recul de l'âge, cela me semble à la fois impossible et inévitable, la seule voie que ma vie aurait pu emprunter. Tout a commencé lors d'un blizzard, fin janvier, alors que j'avais 42 ans. Cela faisait environ 5 ans que je vivais seul dans ma cabane à la lisière de la forêt. Mon mariage ne s'était pas terminé dans un fracas, mais dans un long soupir d'épuisement mutuel. Mes enfants, tous deux adultes, avaient leur propre vie en ville, une vie remplie de carrières, de conjoints et d'une sorte de brouhaha sophistiqué que je ne comprenais plus. J'avais choisi la solitude plutôt que le son grinçant de faire semblant que tout allait bien. La cabane était mon sanctuaire. Elle était petite mais confortable, bâtie en robustes rondins de pin et nichée entre des arbres immenses et un ruisseau qui chantait une chanson différente à chaque saison. Au printemps, c'était un grondement tumultueux. En été, un doux murmure. En automne, un chuchotement cristallin. Et en hiver, un ruban de verre silencieux et gelé. Je passais mes journées à lire d'épais romans, à peindre des aquarelles qui n'étaient jamais tout à fait réussies, mais qui me plaisaient quand même, et à faire de longues promenades sinueuses dans les bois où personne ne pouvait me demander comment j'allais avec cet air apitoyé. J'étais seul, mais pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas seul. La tempête de neige s'était levée dans la nuit, sans prévenir. La météo à la radio avait prédit un léger saupoudrage, rien de plus. Je me suis réveillé pour découvrir près d'1 mètre de neige déjà au sol, et il en tombait encore si dru que je ne voyais pas au-delà de mon porche. Le monde s'était réduit à ma petite cabane et à un tourbillon blanc. Le vent hurlait à travers les arbres, un son aigu et plaintif qui faisait craquer et gémir toute la bâtisse. Il courbait les pins centenaires presque en deux, leurs branches ployant sous un poids qu'elles peinaient à supporter. J'avais survécu à de nombreuses tempêtes d'hiver dans ces montagnes, mais celle-ci semblait différente, plus personnelle, plus méchante. Le genre de froid qui pouvait vous tuer en quelques minutes si vous n'étiez pas prudent. J'ai passé la matinée à alimenter mon poêle à bois, le crépitement du feu offrant un contrepoint réconfortant à la fureur de la tempête. Je regardais la neige s'accumuler de plus en plus haut, effaçant le paysage que je connaissais si bien, transformant les formes familières en d'étranges monticules blancs. Vers midi, pendant une brève accalmie, je l'ai entendu. C'était un son comme je n'en avais jamais entendu. Ce n'était pas tout à fait un cri, ni tout à fait un hurlement. C'était quelque chose entre les deux, aigu et désespéré, un mince filet de son presque englouti par la tempête. Je suis resté parfaitement immobile, tendant l'oreille pour l'entendre à nouveau. Un instant plus tard, il est revenu, plus proche cette fois. Une plainte d'une misère pure et absolue. Toute personne sensée serait restée à l'intérieur, aurait verrouillé la porte et jeté une autre bûche dans le feu. Mais j'avais appris, durant mes années de solitude, que je n'étais pas toujours sensé. Mon bon sens avait été usé par le chagrin et la solitude, remplacé par une curiosité tranquille et une empathie qui frisait parfois la folie. Ce son a transpercé la paix que j'avais si soigneusement construite. C'était le son d'une petite chose en grande difficulté. J'ai enfilé mon manteau le plus chaud, mes bottes fourrées, et j'ai enroulé une épaisse écharpe de laine autour de mon visage jusqu'à ne laisser voir que mes yeux. J'ai attrapé mon sac d'urgence qui contenait une trousse de premiers secours, un thermos de thé chaud et quelques barres énergétiques. M'aventurer dehors dans le blizzard, c'était comme entrer dans un autre monde. Le froid m'a frappé comme un coup de poing, me coupant le souffle. Le vent projetait de minuscules cristaux de neige acérés dans chaque interstice de mes vêtements. Je voyais à peine à 2 mètres devant moi, mais j'ai suivi ce cri plaintif, utilisant mon solide bâton de marche pour sonder la profondeur des congères avant chaque pas. J'ai appelé, ma voix emportée par le vent. « Bonjour, il y a quelqu'un ?» La seule réponse fut ce même gémissement désespéré.
J'ai trouvé le bébé Bigfoot à une centaine de mètres de ma cabane, bien que la distance m'ait paru être des kilomètres dans ces conditions. J'ai failli passer juste à côté de la créature. Elle était enfouie dans une congère contre une bûche tombée. Seul le sommet de sa tête poilue était visible, une petite tache sombre dans ce blanc écrasant. Si elle n'avait pas crié juste au moment où je passais, un faible piaulement qui semblait être le dernier, je l'aurais manqué complètement. Je suis tombé à genoux et j'ai commencé à creuser avec mes mains gantées. La neige volait de partout tandis que je dégageais frénétiquement la congère. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être un ourson, séparé de sa mère, mais à mesure que la créature apparaissait, j'ai réalisé que c'était tout autre chose. Elle était petite, peut-être de la taille d'un enfant de 5 ans, couverte d'une fourrure brun foncé, incrustée de glace et de neige. Son visage était étonnamment humanoïde, avec un nez plat et une large bouche expressive. Ses yeux étaient immenses et marrons, à peine ouverts, voilés par l'épuisement. La créature tremblait si violemment que je pouvais sentir les vibrations à travers mes gants épais. Ses lèvres avaient une légère teinte bleutée et j'ai réalisé avec une pointe d'horreur qu'elle était en train de mourir de froid. Je n'ai pas eu le temps de réaliser ce que je voyais. Bigfoot n'était pas censé exister. C'était un mythe, une histoire de feu de camp, une photo floue dans un tabloïd. Mais réelle ou non, cette créature était en train de mourir juste devant moi. Mon instinct a pris le dessus. J'ai arraché mon lourd manteau et j'y ai enveloppé le bébé Bigfoot, le serrant contre ma poitrine. Il était si froid qu'il me semblait être un bloc de glace à travers mon pull. Il réagissait à peine, juste ces tremblements faibles et continus et une respiration si superficielle que je la sentais à peine contre mon propre torse. Retourner à la cabane a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Le vent s'est opposé à moi à chaque pas et j'ai dû tracer un chemin dans la neige qui m'arrivait aux cuisses, tout en berçant cet étrange paquet frissonnant. Je tenais le bébé Bigfoot à l'intérieur de mon manteau, essayant de partager le peu de chaleur corporelle que j'avais, en murmurant des mots de réconfort qui n'avaient pas de sens, aussitôt balayés par la tempête. Ces tremblements diminuaient progressivement et une peur terrible m'a saisi. Je ne savais pas si cela signifiait qu'il se réchauffait ou qu'il abandonnait. Quand j'ai finalement franchi la porte de ma cabane en titubant, je tremblais presque autant que le bébé Bigfoot. J'ai refermé la porte d'un coup de pied contre le vent et je suis allé directement à la cheminée, attisant les flammes jusqu'à ce que des vagues de chaleur se répandent dans la pièce. J'ai déposé le bébé Bigfoot sur mon tapis le plus épais, juste devant le feu, et j'ai commencé à frictionner ses membres à travers la fourrure, essayant de faire circuler le sang, essayant de le ramener à la vie par la seule force de ma volonté. Il a fallu près d'1 heure avant que ses yeux ne s'ouvrent complètement. Il m'a regardé avec un mélange de confusion et de peur, primale profonde. Mais il était trop faible pour faire plus que gémir. Alors que la chaleur du feu commençait à le dégeler, j'ai remarqué que sa jambe gauche était pliée dans un angle étrange. En l'examinant attentivement, mes doigts sondant doucement à travers l'épaisse fourrure, j'ai trouvé un gonflement important autour de la cheville. Il avait dû se la blesser d'une manière ou d'une autre avant de se retrouver piégé dans la neige. J'ai aussi trouvé des coupures et des égratignures sur tout son corps, comme s'il avait couru à l'aveuglette à travers des broussailles épaisses. J'ai enveloppé le bébé Bigfoot dans toutes les couvertures que je possédais, créant un nid chaud et douillet près de l'âtre, et j'ai maintenu un feu rugissant. Il est resté là pendant des heures, ouvrant de temps en temps ses grands yeux marrons pour me regarder avant de retomber dans un sommeil épuisé. J'étais assise dans mon rocking chair, à le regarder respirer, ayant encore du mal à croire ce que j'avais ramené chez moi. La tempête faisait rage dehors, mais à l'intérieur de ma cabane, un silence étrange et profond s'était installé. Le blizzard a fait rage pendant 3 jours de plus. Pendant ce temps, le bébé Bigfoot et moi étions piégés ensemble dans ma petite cabane. Il dormait la plupart du temps, d'un sommeil profond et réparateur. Il ne se réveillait que pour manger et boire. J'ai découvert qu'il adorait les baies, les pommes et toutes sortes de légumes racines que j'avais stockés dans mon garde-manger.
Il s'est avéré être végétarien, refusant le thon et le poulet en conserve que je lui offrais en plissant le nez, mais dévorant un sac entier de carottes en une seule fois avec un enthousiasme presque comique. Le deuxième jour, le bébé Bigfoot a essayé de se lever. Sa cheville blessée ne pouvait pas supporter son poids et il est tombé en avant avec un cri de douleur aiguë. Je me suis précipité vers lui et il m'a regardé avec une telle frustration et une telle douleur dans les yeux que mon cœur s'est brisé. J'ai confectionné une attelle avec du petit bois et des lanières d'un vieux drap en lui bandant la cheville aussi doucement que possible. Le bébé Bigfoot m'a observé travailler avec ses yeux marrons intelligents, grimaçant quand je touchais l'endroit sensible, mais restant par ailleurs parfaitement immobile. Et je vous jure, il a compris que j'essayais de l'aider. Le troisième jour, une routine avait commencé à se former. Le bébé Bigfoot avait commencé à me suivre partout dans la cabane. Il boitillait derrière moi sur 3 pattes, une petite ombre poilue me gardant toujours en vue. Quand je m'asseyais dans mon fauteuil pour lire, il s'installait par terre à côté de ma chaise. Quand je cuisinais, il s'asseyait dans l'embrasure de la porte de la cuisine et observait chacun de mes mouvements avec une attention captivée. La créature ne faisait jamais de bruit, sauf si elle était blessée ou effrayée. Le silence était complice, une quiétude partagée plus réconfortante que n'importe quelle conversation. La tempête s'est enfin calmée le 4e matin. J'ai ouvert ma porte sur un soleil aveuglant, se reflétant sur un monde transformé. Tout était enfoui sous une épaisse et immaculée couverture de neige. Le chemin vers mon bûcher avait disparu. Le ruisseau était complètement gelé. Et quelque part là-dehors, pensais-je avec un pincement de culpabilité, se trouvaient les parents de ce bébé Bigfoot. J'ai passé des semaines à chercher le moindre signe d'un Bigfoot adulte dans la région. Dès que la neige a été assez tassée pour marcher dessus, je m'aventurais dehors. J'ai suivi le chemin jusqu'à l'endroit où j'avais trouvé le bébé et j'ai cherché en cercle de plus en plus large à partir de ce point. J'ai cherché des empreintes, des branches pliées, toute indication qu'une grande créature était passée par là. Je n'ai rien trouvé. Le blizzard avait tout effacé. Le bébé Bigfoot se tenait à ma fenêtre pendant ses recherches, me regardant partir. Son visage se pressait contre la vitre, son souffle lambuant, et il y restait jusqu'à mon retour. Je revenais toujours pour le trouver exactement là où je l'avais laissé, comme s'il avait peur de bouger pendant mon absence, peur que je disparaisse moi aussi dans le paysage blanc. Finalement, j'ai commencé à emmener le bébé Bigfoot avec moi lors de mes recherches. Sa cheville avait suffisamment guéri pour qu'il puisse marcher, bien qu'il boitille encore. Je pensais qu'il pourrait peut-être aider, reconnaître une piste ou une odeur qui nous mènerait à sa famille. Mais le bébé Bigfoot ne montrait aucun intérêt pour le pistage. Il voulait juste rester près de moi, attrapant souvent ma main avec ses doigts, étonnamment humains, lorsque la forêt devenait trop dense ou que les ombres s'allongeaient. L'hiver a fait place au printemps, la neige fondant pour révéler la terre humide qui s'éveillait. Et j'ai dû accepter une dure vérité. Je ne retrouverai peut-être jamais les parents du bébé Bigfoot. Peut-être étaient-ils morts dans le blizzard. Peut-être avaient-ils été séparés lors d'une migration. Peut-être avait-il abandonné ce jeune pour des raisons que je ne comprendrai jamais. Quelle que soit la vérité, j'avais un choix à faire. Je pouvais continuer à chercher, ou je pouvais accepter que ce bébé Bigfoot était désormais sous ma responsabilité. La décision s'est prise d'elle-même en réalité. Le bébé Bigfoot faisait partie de mon quotidien. Je ne pouvais pas imaginer ma cabane sans le bruit de ses pas feutrés sur le plancher, sans me réveiller et le trouver enroulé au pied de mon lit, sans la façon dont il m'apportait des cailloux intéressants ou des pommes de pin me les tendant comme s'ils étaient des cadeaux précieux. J'étais venu dans les bois en quête de solitude, et à la place, j'avais trouvé une famille. Ce premier été fut une révélation. Le bébé Bigfoot, que j'avais commencé à appeler simplement Bigfoot, grandissait vite, prenant plusieurs centimètres en quelques mois seulement. Son appétit devint énorme. Mon potager que j'avais planté pour compléter ma propre nourriture devint principalement son domaine.
Il s'asseyait au milieu des plants de tomates et les mangeait directement sur la vigne, le jus rouge coulant sur sa fourrure brune. Il découvrit un amour pour les fraises qui frisait l'obsession, cueillant soigneusement chaque baie et la mangeant avec une expression de pur bonheur. J'ai appris que les Bigfoot étaient intelligents d'une manière qui me surprenait constamment. Il a compris comment ouvrir les portes en moins d'une semaine, tournant la poignée avec ses mains agiles. Il a compris comment utiliser des outils, ramassant des bâtons pour faire tomber des fruits des branches hautes. Il comprenait les routines et devenait anxieux si je m'en écartais. Un matin où j'avais dormi trop longtemps, je me suis réveillé pour le trouver assis à côté de mon lit avec un bol de baies, sa tentative de me préparer le petit déjeuner. Il aimait aussi l'eau. Le ruisseau derrière ma cabane devint son endroit préféré. Il passait des heures assis dans les bas-fonds, à regarder les poissons nager, essayant parfois d'en attraper un avec un succès limité. J'ai construit un bassin profond en barrant une section du ruisseau avec de grosses roches et Bigfoot s'y baignait si longtemps que je devais venir le traîner dehors au coucher du soleil. Par un chaud après-midi de juillet, je travaillais dans mon jardin quand j'ai entendu des éclaboussures venant du ruisseau. Je me suis approché pour voir ce que faisait Bigfoot et j'ai découvert qu'il s'était inventé un jeu de capture d'écrevisses. Il en repérait une, la traquait lentement, puis fondait dessus à deux mains. La plupart du temps, l'écrevisse s'échappait, mais quand il en attrapait une, il la brandissait triomphalement, l'examinant avec une grande curiosité avant de la relâcher dans l'eau. Il n'était pas intéressé par le fait de les manger, juste par le défi de la capture. Ce même été, j'ai eu ma première vraie frayeur. J'étais allé en ville pour des provisions, laissant Bigfoot enfermé dans la cabane par sécurité. Je n'étais jamais parti plus de quelques heures. Mais cette fois, ma vieille camionnette est tombée en panne et je ne suis rentré que bien après la tombée de la nuit. Je suis revenu pour trouver toutes les fenêtres de ma cabane brisées de l'intérieur, les meubles renversés et Bigfoot avait disparu. La panique m'a saisi. J'ai attrapé ma lampe de poche et j'ai couru dans les bois, en l'appelant. Mon esprit s'emballait avec d'horribles possibilités. Il s'était enfui. On l'avait enlevé. Je ne le reverrai plus jamais. J'ai cherché pendant 1 heure, ma voix devenant rauque à force de crier. Je l'ai finalement trouvé blotti exactement à l'endroit où je l'avais découvert à l'origine pendant le blizzard. Il poussait ce même cri désespéré que j'avais entendu pour la première fois des mois auparavant. Quand il a vu le faisceau de ma lampe de poche, il a couru vers moi et m'a percuté si fort que nous sommes tombés tous les deux. Il s'est accroché à moi, tremblant, et j'ai compris ce qui s'était passé. Il avait pensé que je l'avais abandonné, tout comme ses parents. Après cette nuit, je n'ai plus jamais laissé Bigfoot seul plus d'1 heure. Notre lien, forgé dans un blizzard, était maintenant scellé par la peur et les retrouvailles. Il avait besoin de savoir, de manière absolue, que je reviendrais toujours. Quand Bigfoot a eu 2 ans avec moi, il était devenu trop grand pour ma cabane. Il mesurait près de 2,10 mètres et pesait probablement 135 kilos. Il ne pouvait plus passer confortablement par mes portes et devait se baisser pour éviter de se cogner la tête contre les poutres de mon plafond. Nous savions tous les deux que des changements s'imposaient. J'ai construit une extension à ma cabane ce printemps-là. Une grande pièce avec de hauts plafonds et un plancher renforcé devint l'espace de Bigfoot. Il a aidé à la construction, soulevant des poutres que je ne pouvais pas bouger d'1 pouce et maintenant les murs pendant que je les clouais. Il semblait comprendre que nous construisions quelque chose ensemble et il tirait une fierté évidente de ce travail. Sa chambre est devenue une collection de tout ce qu'il aimait. Des galets de rivière empilés en tours soignées, des morceaux de bois flottés intéressants disposés sur des étagères, un énorme tas de branches de pin douces dans un coin qu'il remplaçait chaque semaine pour les garder fraîches, une collection de plumes d'oiseaux organisées par couleur. Il avait un sens de l'esthétique qui me surprenait constamment. À mesure que Bigfoot grandissait, son appétit augmentait aussi. Je plantais un potager plus grand chaque année. J'ai appris à cueillir des plantes sauvages et des champignons qu'il adorait.
J'ai aménagé une cave pour conserver les légumes pendant l'hiver. Ma retraite tranquille s'était transformée, pour l'essentiel, en la gestion d'une petite ferme pour une très grande créature très affamée. Bigfoot a également développé des routines et des habitudes que j'ai appris à contourner. Chaque matin à l'aube, il descendait au ruisseau pour prendre un bain, quel que soit le temps. Il passait 1 heure à se toiletter, utilisant ses doigts pour démêler soigneusement sa fourrure, enlevant les brindilles et les chardons. Puis il se prélassait au soleil sur un grand rocher plat jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Il aimait la musique. Je mettais ma vieille radio en marche et il s'asseyait parfaitement immobile, la tête penchée, absorbant chaque note. La musique classique le rendait paisible. Il s'allongeait les yeux fermés, respirant lentement et régulièrement. La musique folk le faisait bouger, se balançant d'avant en arrière dans quelque chose qui ressemblait à de la danse. La musique rock semblait le perturber et il penchait la tête d'un côté et de l'autre comme un chien perplexe. J'ai découvert qu'il avait une mémoire remarquable. Je pouvais lui montrer quelque chose une fois, et il s'en souviendrait parfaitement des mois plus tard. Une fois, je lui ai montré comment démarrer ma vieille tondeuse à gazon. 6 mois plus tard, alors que j'avais mal au dos et que j'étais trop fatigué pour le faire moi-même, Bigfoot s'est approché, a tiré sur la corde exactement comme je le lui avais montré et l'a fait démarrer du premier coup. Son intelligence n'était pas humaine, mais elle était profonde à sa manière. Un automne, Bigfoot est tombé gravement malade. Il avait mangé quelque chose dans les bois qui n'avait pas convenu à son système. Pendant 3 jours, il a à peine bougé, restant simplement allongé dans sa chambre en émettant de petits sons de douleur. Je n'avais aucune idée de comment soigner un Bigfoot malade. J'ai essayé tout ce qui me venait à l'esprit, de l'eau fraîche, des tisanes d'herbe, le jeûne. Rien n'y faisait. La 3e nuit, je me suis allongé à côté de lui sur son lit de branches de pin. J'ai posé ma main sur sa poitrine et j'ai senti son cœur battre trop vite. Je lui ai dit que j'étais désolé. Je lui ai dit que j'avais fait de mon mieux. Je lui ai dit que je l'aimais, ce qui m'a surprise, car je n'avais pas réalisé à quel point c'était vrai jusqu'à ce que je le dise à voix haute. Le lendemain matin, Bigfoot était debout et se déplaçait, faible, mais clairement en voie de guérison. Il m'a apporté une poignée de feuilles spécifiques de la forêt et les a mangées méthodiquement. Au cours des jours suivants, il a cherché des plantes particulières et les a consommées. J'ai réalisé qu'il avait une connaissance instinctive des remèdes naturels que je ne posséderais jamais. Il savait comment se soigner lui-même. Au fil des ans, j'ai remarqué que Bigfoot développait des comportements plus complexes. Il collectionnait des objets qui semblaient n'avoir aucune utilité pratique. De jolies pierres, des os intéressants, des morceaux de verre colorés que j'avais jetés. Il les disposait en motifs dans sa chambre, passant parfois des heures à déplacer une seule pierre jusqu'à ce que sa position soit parfaite. C'était de l'art. J'ai réalisé qu'il créait de l'art. Un soir d'hiver, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Bigfoot arrangeait des pierres dans sa chambre pendant que je lisais près du feu. Soudain, il est apparu dans l'embrasure de ma porte, tenant un morceau d'écorce plat. Il avait utilisé un morceau de charbon de bois du feu pour y dessiner quelque chose. C'était grossier mais reconnaissable entre tous. Une simple image de nous deux, côte à côte. Une grande silhouette et une petite. J'ai fixé ce dessin pendant un long moment. Il nous avait représentés, avait créé un symbole visuel de notre relation. Il comprenait que nous étions une unité, un duo, une famille. J'ai accroché ce morceau d'écorce sur mon mur où je pouvais le voir tous les jours. Bigfoot semblait satisfait, le touchant doucement à chaque fois qu'il passait devant. Après cela, il a fait d'autres dessins, des images de la forêt, du ruisseau, des animaux qu'il avait vus. C'était sa façon de partager son monde avec moi. Il y a eu des jours qui ont marqué, des moments qui sont devenus des souvenirs précieux. Le jour où il a neigé fin mai, nous surprenant tous les deux. Bigfoot a couru à ma fenêtre, me faisant des gestes frénétiques pour que je sorte. Nous sommes restés ensemble sous cette neige hors saison, lui penchant la tête en arrière pour attraper les flocons sur sa langue, me regardant avec une joie si pure que j'ai dû en rire.
Il y a eu une éclipse solaire totale un été. Nous nous sommes assis ensemble sur une couverture dans la clairière, portant les lunettes spéciales que j'avais commandées. Alors que l'obscurité tombait en plein milieu de la journée, Bigfoot a émis un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Pas de la peur, mais de l'émerveillement. Il a cherché ma main et l'a serrée fort jusqu'au retour du soleil. Il y a eu la fois où la foudre a frappé un arbre près de la cabane pendant un violent orage. L'arbre a explosé et a pris feu. Bigfoot et moi avons travaillé ensemble, lui transportant des seaux d'eau du ruisseau pendant que je lui indiquais où les jeter. Nous étions épuisés et trempés lorsque nous avons maîtrisé l'incendie. Mais nous avions protégé notre maison, ensemble. Cette nuit-là, assis près du feu, j'ai senti que nous formions une véritable équipe, des partenaires qui avaient affronté le danger et triomphé. Au fil des ans, il y a eu des alertes. Une fois, un randonneur s'est perdu et a fini à ma cabane. Pendant que je lui donnais des indications, Bigfoot est apparu au coin de la maison, portant une brassée de bois de chauffage. Le randonneur est devenu complètement silencieux, son visage blêmissant. Bigfoot s'est figé aussi, laissant tomber le bois dans un fracas. Le randonneur a balbutié quelque chose puis s'est enfui, s'écrasant à travers les bois si vite qu'il a laissé son sac à dos derrière lui. Bigfoot m'a regardé avec ce que je ne peux décrire que comme de la culpabilité et j'ai éclaté de rire. J'ai craint que le randonneur ne signale ce qu'il avait vu, mais il n'en a jamais rien été. Une autre fois, des chasseurs ont installé leur camp à environ 1,5 km. Bigfoot est devenu anxieux, faisant les 100 pas dans sa chambre. Le 3e jour, l'un des chasseurs s'est approché trop près de ma propriété. J'étais dans mon jardin quand j'ai entendu Bigfoot émettre un son que je n'avais jamais entendu auparavant. Un rugissement profond et grondant qui a fait vibrer mes os. Il a émergé des bois, se dressant de toute sa hauteur, mesurant facilement 2,40 m maintenant, et a rugi de nouveau. Le chasseur a crié, a lâché son fusil et est tombé en essayant de reculer. Bigfoot a fait 3 pas massifs vers lui. J'ai couru entre eux, levant les mains. « Arrête !» Bigfoot s'est arrêté immédiatement, me regardant de ses yeux hagards. Je me suis tourné vers le chasseur et je lui ai dit de partir. Il n'a pas eu besoin qu'on le lui dise 2 fois. Après son départ, Bigfoot s'est assis lourdement, a mis son visage dans ses mains et a fait un bruit semblable à des pleurs. J'ai réalisé qu'il n'avait pas essayé de blesser le chasseur. Il avait essayé de l'effrayer pour me protéger. Mon 50e anniversaire est passé avec seulement Bigfoot pour le célébrer avec moi. Il m'a apporté une couronne tressée de fleurs sauvages et de lianes, l'a délicatement posée sur ma tête et a émis un son qui, j'avais appris, signifiait le bonheur. Nous avons mangé des baies fraîches et nous nous sommes assis sur le porche à regarder le coucher du soleil. C'était l'un des meilleurs anniversaires que j'ai jamais eus. Le temps passait différemment avec Bigfoot. Les jours se fondaient en saisons, les saisons en années. J'ai commencé à avoir des problèmes de santé au milieu de la 50aine. L'arthrite me faisait mal aux mains. Mon dos me posait problème. Je me déplaçais plus lentement. Bigfoot semblait sentir ces changements. Il a commencé à faire une plus grande partie du travail physique. Il transportait l'eau, creusait dans le jardin et portait le bois de chauffage. Il a appris à être mes mains quand les miennes ne coopéraient pas, ouvrant des bocaux ou ramassant les choses que je laissais tomber. Il ne m'a jamais fait me sentir impuissante. Il faisait simplement et discrètement ce qui devait être fait, de la même manière que je l'avais fait pour lui toutes ces années auparavant. Un hiver, je suis tombé sur la glace et je me suis cassé la hanche. Je suis resté là, dans le froid, incapable de bouger. Bigfoot m'a trouvé en quelques minutes. Très soigneusement, il m'a soulevé, m'a porté à l'intérieur et m'a allongé sur mon lit. Puis il a disparu. J'ai paniqué, mais il est revenu 20 minutes plus tard avec mon plus proche voisin, ayant réussi à lui communiquer que j'avais besoin d'aide. Mon voisin était terrifié, mais m'a aidé quand même. J'ai passé 6 semaines à l'hôpital et en rééducation. Quand je suis enfin rentré à la maison, Bigfoot attendait sur mon porche. Il avait l'air plus mince. J'ai réalisé qu'il avait à peine mangé pendant mon absence. Il m'a prise dans ses bras, faisant attention à ma hanche en voie de guérison et m'a juste serré contre lui. Mon voisin m'a dit plus tard
qu'il l'avait vu assis sur le porche jour après jour, à attendre. Il m'a promis de ne jamais révéler mon secret et il a tenu parole. Pendant ma convalescence, Bigfoot est devenu mon gardien constant. Il marchait à côté de moi quand j'utilisais mon déambulateur, sa main toujours prête à me stabiliser. Les rôles que nous avions tenus pendant tant d'années s'étaient complètement inversés. Pendant ma convalescence, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce qui arriverait à Bigfoot après ma mort. J'ai commencé à écrire des instructions détaillées pour mon voisin. J'ai aussi commencé à enseigner à Bigfoot davantage sur l'autosuffisance, en lui montrant où je gardais les provisions d'urgence et comment allumer un feu avec des allumettes. Il semblait sentir que quelque chose avait changé et il est devenu plus affectueux, plus enclin à chercher le contact physique, comme pour mémoriser ma présence. Mes cheveux sont devenus complètement gris dans la soixantaine, mes pas sont devenus plus lents. Bigfoot a vieilli aussi. Sa fourrure brun foncé a développé des mèches argentées autour de son visage et de ses mains. Nous avons établi de nouvelles routines qui tenaient compte de mes limites. Une de mes petites filles m'a rendu visite quand elle avait 6 ans. Elle jouait dans le jardin quand Bigfoot a émergé de la forêt. Elle n'a montré aucune peur, s'est approchée de lui et lui a tendu un pissenlit. Bigfoot l'a pris avec précaution, puis a cueilli une fleur sauvage et la lui a offerte en retour. Ma petite fille est venue en courant vers moi, me disant qu'elle avait rencontré un ours très gentil et doux. Les années ont passé, ma mémoire a commencé à flancher. J'oubliais quel jour on était ou pourquoi j'étais entré dans une pièce. Bigfoot me guidait patiemment, poussant doucement la nourriture vers moi quand j'oubliais de manger. Sa présence était une encre dans le brouillard de mon esprit vieillissant. Pour mon 75e anniversaire, je me sentais ancienne. Mon corps était une collection de douleurs et de maux. Mais j'étais toujours là, toujours capable de m'asseoir sur mon porche et de regarder Bigfoot travailler dans le jardin, cette créature qui était devenue ma famille. Cet hiver-là a été particulièrement dur. J'ai attrapé une pneumonie et j'ai passé 2 semaines à peine consciente. Bigfoot m'a soigné, me gardant au chaud, s'assurant que je buvais des liquides, veillant pendant que je luttais pour respirer. C'est le refus de Bigfoot de me laisser partir qui m'a ramené du bord du gouffre. J'ai 78 ans maintenant. Bigfoot a probablement près de 40 ans. Nous sommes ensemble depuis 36 ans, plus de la moitié de ma vie et toute sa vie dont il peut se souvenir. Nous avons nos routines. Chaque matin, Bigfoot m'aide à sortir du lit. Nous nous asseyons sur le porche, regardant la forêt se réveiller. Le soir, nous nous asseyons près du feu. Parfois, je lis à voix haute et il écoute, la tête penchée. La nuit, il dort dans sa chambre, mais il laisse la porte ouverte entre nous, toujours à l'écoute, toujours prêt. Je tiens un journal maintenant où je note les petits moments. La façon dont Bigfoot arrange les pierres chaque matin selon un motif différent. Le faible bourdonnement qu'il fait en travaillant dans le jardin. La douceur avec laquelle il m'aide à marcher. Quand je ne serai plus là, quelqu'un devrait savoir qu'il avait une vie intérieure riche, qu'il était plus qu'un simple mythe. C'était une personne à tous les égards importants. Mon voisin a promis que s'il m'arrivait quelque chose, il veillerait à ce que l'on s'occupe de Bigfoot. Cela me réconforte de savoir qu'il ne sera pas complètement seul. Les gens me demandent parfois si je regrette mes choix, cette vie isolée. Je leur réponds que non, et je le pense sincèrement. Je ne m'attendais pas à trouver un but dans ce blizzard. Je ne m'attendais pas à ce que le sauvetage d'une petite créature donne un sens au reste de ma vie. En y repensant, je vois comment nous nous sommes changés l'un l'autre. Il a appris à faire confiance, et j'ai appris que la famille n'est pas toujours celle dans laquelle on est. Parfois, c'est celle que l'on trouve au cœur d'une tempête de neige. Bigfoot est assis à côté de moi pendant que j'écris ceci. Sa tête est penchée, observant mon stylo se déplacer sur le papier. Il ne comprend pas l'écriture, mais il comprend que c'est important pour moi. Alors il reste assis tranquillement et attend, tout comme il a attendu à mes côtés pendant toutes ces années, patient, constant et inexplicablement loyal. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, à l'un comme à l'autre,
Mais peu importe la durée, nous le passerons ensemble, comme nous l'avons toujours fait. Deux êtres qui n'auraient jamais dû se rencontrer et qui ont fini par se sauver mutuellement. Je l'ai trouvé dans un blizzard, un bébé mourant. Il m'a trouvé dans mon propre blizzard, un isolement froid dans lequel je m'étais retiré. Je lui ai donné un foyer, et il m'a donné une raison de vivre. C'est notre histoire. Une femme et un Bigfoot, vieillissant ensemble dans une cabane au bout du monde. Juste la vie, vécue au jour le jour avec un amour inattendu. Bigfoot vient de m'apporter mon thé, se concentrant pour ne pas en renverser. Je devrais finir d'écrire maintenant et simplement être là, dans ce moment, avec cette créature qui m'a choisi autant que je l'ai choisi. Après tout, nous ne savons pas combien de moments comme celui-ci il nous reste. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait apprécier un conte tranquille venu des bois.